Bienvenue dans TCP, du ciné et des Potes. Votre émission bimensuelle de cinéma. Agent Frédéric, agent Jérémy, agent Julien. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de constituer une critique de Mission Impossible The Final Reckoning et d'ensuite nous parler d'un film de Tom Cruise qui vous a marqué. Agent Jérémy, vous aurez une tâche supplémentaire, nous recueillir les chiffres de la carrière de Tom Cruise. Agent Frédéric, vous aurez la tâche finale de nous faire un joker cool. Cet épisode est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube, et s'autodétruira juste après votre écoute. Bonne chance. Ça va les gars? Ouais. Ouais, trop cool. Ça va. Moi, j'accepte pas la mission. Désolé. Comment on va faire? J'ai volé. C'est une saga vieille de 30 ans, des gens ont grandi avec. Nous, on peut plus dire qu'on l'a découvert sur le tard. Mais voilà, la saga Mission Impossible semble, entre guillemets, s'être terminée sur ce 8e chapitre, The Final Reckoning, suite et fin du diptyque initié par Dead Reckoning, sorti 2 ans plus tôt. Nos vies sont la somme de nos choix. C'est ta raison d'être. Ta destinée. Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir. Tu dois me faire confiance. Une toute dernière fois. Après avoir échappé de justesse à une catastrophe ferroviaire, l'agent Ethan Hunt découvre que l'entité, une intelligence artificielle renégate, est dissimulée à bord d'un ancien sous-marin russe. Accompagné de son équipe de l'IMF, il doit localiser et neutraliser cette menace avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Bon, on est d'accord que Fred, Julien et moi, on a rattrapé les Missions Impossibles au cours de ces dernières années, alors que Jérémy est un... Ouais, je les vois tous au cinéma depuis le 5, donc voilà. J'ai Ouais, tout rattrapé en une semaine. Voilà, moi 2 semaines. Bravo. On est fatigué. Du coup, vous en pensez quoi, vous, de manière générale, de cette saga? De Mission Impossible. Ouais. Honnêtement, j'avais pas du tout aimé le premier, donc j'avais t'as- pas une très grosse envie de découvrir. Et honnêtement, c'est assez sympathique. C'est des films d'action très cool, qui ont quand même des belles scènes assez marquantes. Et bah voilà, moi j'aime bien. Moi, je sais qu'à chaque volet, je sens qu'il y a toujours un réalisateur qui arrive à insuffler une espèce de patte artistique. Donc oui, non, c'est vrai qu'à chaque film, moi j'ai eu un énorme plaisir. Et comme dit Julien, c'est vrai que la saga est connue quand même pour ses séquences mémorables où Tom Cruise fait le fou, quoi. Où il fait vraiment ses cascades. Donc non, moi j'adore le 2. En fait, j'y repense. Là, j'en parlais avec Jérém parce que c'est connu comme étant le pire de la saga. Très clairement. Alors après, il faudrait peut-être que je le revoie sous ce prisme Ouais. du kitsch et du lâcher prise. C'est du bon nanar, Voilà. Mission Impossible Parce que 2. pour moi, très clairement, le seul mauvais film de la saga, c'est le 2. hein. Ah oui, il y en a pas deux autres qui te viennent à l'esprit. Ouais, 2 autres. Bah, Peut-être. alors, Ah, à la limite, le 7, tu vois, mais Ah oui, encore, d'accord. je le considère bien. alors finalement. moi, du coup, depuis que j'ai Jérém comme coloc, il a essayé de me les montrer, mais genre ça nous a pris peut-être 1 an et demi pour tous les voir. Parce que t'avais la flemme pour le 7. Ah, j'avais grave la flemme pour le 7 parce qu'en fait, genre, moi, c'est un peu une saga qui me passe au-dessus. C'est-à-dire que c'était des moments ok, cool. Surtout le 4, 5, 6 et le 1. Mais sinon, moi, c'est un peu une saga ok tiers, tu vois. Avant de préparer cette émission, je me suis maté plein de films de Tom Cruise. Et en fait, Tom Cruise, moi, avant, ma vision, c'était vraiment genre un mec qui fait des cascades et pas vraiment un acteur. Et c'est l'impression que me donne les Missions Impossibles. C'est-à-dire que je me suis jamais dit que Tom Cruise, c'est un super acteur, c'est juste un super cascadeur. Et là, j'ai vu des films il y a quelques jours qui me font prouver le contraire. Mais du coup, quand je regarde Mission Impossible, j'ai pas du tout ce rapport-là de cinéma, de Tom Cruise en tant que super acteur. C'est juste, c'est du popcorn. Et donc, j'en avais rien à foutre quand je suis allé voir le 8. Moi, je l'attendais vraiment beaucoup, vous pouvez vous en douter. Il a refait le coup, le salaud. C'est-à-dire qu'il a refait le même coup que le 7, c'est-à-dire la première heure, enfin le début est vraiment laborieux, mais une fois que t'as eu un élément pivot, qu'est-ce que je suis à fond dedans et qu'est-ce que ça fonctionne? J'aimerais bien partager ton avis, Jérémy. Moi, je trouve qu'on a perdu toute la saveur des Missions Impossibles dans le 8, mais en fait, je pense que le projet Reckoning du 7 et du 8, il est raté. Depuis le début, c'est raté, et tu en payes les conséquences dans le 8. C'est-à-dire que le problème du 7, c'était de vouloir en faire trop de personnages, trop de sous-intrigues, très peu d'explications, et le 8, plus d'explications, plus de trucs très compliqués, mais beaucoup de stéréotypes, beaucoup de clichés. Je suis désolé, mais c'est de la redite de Fallout, hein. On est clairement dans la redite. Hein. Je trouve que le 7 et le 8, du coup, ça fait que Mission Impossible, ça devient un film classique, un peu basique, qu'on peut imaginer d'un film hollywoodien qui fait aucun effort, en fait. En fait, tu enlèves Tom Cruise du récit, c'est n'importe quel film hollywoodien, blockbuster. Alors, je suis pas naïf, hein, je vois les défauts du film, c'est juste que je suis peut-être biaisé, je suis très clairement biaisé dans mon avis, je pense.
C'est juste que j'ai pris mon pied en termes de cinéma, j'ai pris mon pied de grand spectacle, surtout sur la deuxième partie du film, quoi. Enfin, à partir de la séquence du sous-marin, je suis à fond dedans, et même un peu avant même, je suis à fond dedans, et le film satisfait pleinement mon envie de film grand spectacle, en fait. Il y a pas de... Je vois les défauts, mais quand à côté, t'as toutes ces séquences-là qui sont pour moi mémorables, je peux lui reprocher des choses, mais pas tout. Bah, après, moi, pour le coup, ce que vous appréciez beaucoup dans les Missions Impossibles, c'est le fait que chaque épisode a un peu son unité en matière de style, et que Macquarie, justement, entre le 5 et 6, il avait réussi quand même à changer un peu la donne, alors que là, pour le coup, en fait, le 7 et 8, c'est un peu de la redite, et du coup, il y a ce côté un peu, genre, éculé de la chose. Arrivé au 8ème, il n'arrive pas à se renouveler, et moi, j'avais déjà ce sentiment-là avec Grey Conning, tu vois, quand tu ressors une scène du train que tu avais déjà dans le premier, quand tu ressors une scène de course-poursuite dans Venise, alors que tu avais une qui était sensiblement pareille à Paris dans l'épisode précédent, moi je trouve que là on est au moment où en fait tous les effets de la saga, et ben en fait ils sont juste éculés, et genre quand tu les vois de nouveau pour la 7ème ou 8ème fois, tu souffles et tu te lèves les yeux au ciel en te disant oh encore, et donc ça le rend très risible comme film. Après c'est pas un mauvais moment en fait. Genre la scène du sous-marin elle est super impressionnante, le climax, moi je peux pas dire qu'au niveau du montage j'étais pas dedans, tu vois, j'ai passé un bon moment, mais franchement éculé quoi, pour moi c'est le mot, éculé. Bah, je partage grandement ton avis, mais en fait je trouve que ça se sentait déjà dans Fallout, le fait que tu commences à arriver à bout de souffle, mais les scènes d'action sont tellement impressionnantes pour le coup, que ce soit la scène dans Paris ou la scène de fin d'hélicoptère, c'est vraiment incroyable, que même si tu te sens qu'en termes de scénario on commence à se répéter, on n'a plus beaucoup d'originalité, bah tu le pardonnes très facilement, et comme tu le dis, dès que tu arrives sur le 7 et 8, bah là il n'y a plus d'intérêt. En fait, quand tu écoutes les interviews de Tom Cruise, c'était toujours ouais, on peut faire plus, on peut refaire un Mission Impossible, on fait plus, on fait mieux. Mais je trouve que là, le 7 et le 8, en termes d'action, en termes de scène, c'est pas plus impressionnant que ce qu'on avait avant, hein. Mais du coup, le sous-marin, oui, j'ai apprécié le moment du sous-marin, parce que ce qui change, c'est qu'on a un moment ultra silencieux, ce qui est très rare dans la saga, et c'est peut-être la chose la plus intéressante du film. De ça, ouais, c'est la réflexion que je me faisais. Faut quand même les poser les couilles sur la table pour dire, vas-y, j'ai un des budgets les plus importants du cinéma, de l'histoire du cinéma, et te dire, je vais mettre en plein milieu du film une séquence muette de 20 minutes quasiment, où toute l'attention, elle résidera par ce qui se passe à l'écran, enfin vraiment les péripéties et les actions qu'il peut y avoir à l'écran. C'est un truc assez dingue, et ouais, le son est minimaliste au possible dans ces séquences-là en plus. T'as peut-être juste une réplique qui vient casser le truc, et encore ça va, tu vois, dans le mouvement que de la scène ça passe, mais voilà quoi, et pour revenir à ce que tu disais juste avant, tu le sens en fait avec le 7 et 8, tu sens que le scénario il a été développé autour des séquences clés plutôt que d'avoir le scénario qui permette ces séquences clés. C'est-à-dire que pour le 7 et le 8, tu le sens qu'il avait l'idée de la scène du train, il avait l'idée de la scène à Venise, non, peut-être pas à Venise, c'est à Rome, la course-poursuite à Rome. Tu sens qu'ils avaient ces idées-là et qu'ils ont fabriqué un scénario autour de ces séquences qu'ils pouvaient possiblement faire. Et pareil dans le 8, tu le sens qu'il y a un scénario qui est fait pour être... Bon, faut qu'il y ait la séquence du sous-marin, on va faire une séquence autour du sous-marin, bien que ça a été préparé dans le 7. Faut qu'on fasse cette séquence, un scénario autour de cette séquence-là, autour de ce bunker en Afrique du Sud. Enfin, tu le sens, je le sens, c'est pas comme ça que ça doit se construire un scénario normalement. Si je trouve que les préparations de ces séquences-là, elles sont interminables, hein. Parce que pour préparer le sous-marin, il y a bien une demi-heure de tananana, les coordonnées, tout ça. Mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait le film dure 3 heures, alors qu'on aurait très bien pu le raccourcir, c'est qu'en fait le film passe son temps à expliquer ce qu'on sait déjà. C'est ça, le nombre de plans qui sont réutilisés, alors que ce soit des films précédents, d'ailleurs ça me permet d'évoquer vite fait le tout début du film, que je trouve vraiment incroyablement nul. Franchement, c'est quoi l'intérêt de remettre des séquences d'action juste pour faire le legacy montage au tout début du film? Ça intervient peut-être à la fin du film si tu veux, mais pas au début, surtout que c'est super mal fait, ça n'a aucun intérêt. Le film ne réussit pas ce qu'a réussi à faire Matrix 4, qui est de réutiliser des plans des anciens films pour leur donner une nouvelle signification. Là, t'as l'impression, en fait, c'est juste un montage des anciennes séquences pour essayer de titiller ton côté fan et ton côté t'as vu les anciens films, tu vas apprécier de revoir ces séquences, ces plans-là, et ça fait rien de plus, quoi. C'est du montage basique possible, quoi. Mais même, je dirais encore plus, ce qui est agaçant, c'est de vouloir absolument créer un lien entre tous les films. Et le plaisir des Missions Impossibles, c'était certes, tu retrouves des personnages, certes, une continuité, mais chaque film avait son unité propre. Et là, il faut qu'on nous rappelle le braquage de la CIA du 1, on nous le rappelle tout le temps, qu'il y a eu cette fameuse descente de corps de Tom Cruise. Et moi, le pire, c'est de vouloir expliquer ce qu'était la patte de lapin du 3, alors que le principe même qui fait que le 3
est un film intéressant par rapport aux autres Missions Impossibles, c'était de mettre un objet qui n'avait pas d'explication. C'est-à-dire on va dire le défi de Mission Impossible 3, c'est de dire, vu qu'on est dans un film d'action et qu'on sait que faut toujours sauver le monde, faut toujours récupérer un objet ultra important, on t'explique pas ce que c'est que l'objet. C'est ça, Et c'est c'était- MacGuffin ultime, quoi. C'est ça, et c'était très bien. Et mais non, faut qu'on te l'explique, faut qu'on fasse un lien. Pourquoi? Surtout que moi j'ai rien compris en fait. Moi j'ai. Ah mais moi je n'ai rien compris à Reckoning depuis Voilà. le début, je crois. hein. Et en fait, simplement, je me suis reposé sur le fait que, ok, il y a ce MacGuffin là, c'est une clé USB, elle doit rentrer dans ce disque dur, Et voilà. et c'est tout. Et en fait, genre, tout ce qui est explication de l'entité doit se mettre dans cette clé USB, que elle nanani nanana, pour l'attaque des. Je rien compris. Mais le pire, c'est même que l'entité, on essaie de te faire des pseudo-explications, mais c'est juste, c'est l'entité, c'est une IA, donc elle peut tout contrôler, et voilà. Et c'est ce que je disais, moi je trouve que le grand point faible de Reckoning, soit 7 et 8, et ce qui était ultra intelligent au départ, c'était de se dire, l'ennemi, cette fois-ci, c'est une intelligence artificielle qui peut contrôler tous les outils qu'utilisent les espions habituellement. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus utiliser le numérique. Et en fait, on n'en fait rien. C'est dommage, c'est-à-dire qu'on nous dit juste qu'ils vont utiliser des objets analogiques, mais c'est le même fonctionnement. Et c'est bien dommage, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir totalement une redéfinition de la saga, des méthodes d'approche, et je trouve que ça le fait pas. Dans les méthodes d'approche, c'est un film c'est littéralement Tom Cruise qui se bat contre une IA, c'est Tom Cruise qui se bat contre l'industrie qui va de plus en plus vers le numérique et qui va de plus en plus vers l'IA effectivement également, et qui te dit non, tu peux faire du cinéma en faisant des trucs, en prenant des trucs de prise en prise de vue réelle, quoi. T'as pas besoin de fond vert à foison, t'as pas besoin de l'IA, t'as pas besoin de... Non, c'est littéralement Tom Cruise qui combat l'industrie du cinéma, c'est littéralement ça en fait. Mais moi je trouve pas que par exemple dans le 8, à aucun moment Tom Cruise va utiliser beaucoup de gadgets comme dans les films précédents. Enfin tu vois par exemple la scène du sous-marin, techniquement il a une petite combinaison mais qu'il abandonne, tu vois. Donc je trouve qu'il y a quand même cette idée où t'as Tom Cruise qui est un peu le surhomme, quoi, l'homme ultime, qui arrive à affronter toute la technologie sans rien, quoi. Ouais, mais je trouve que ce qui se perd par rapport aux autres missions impossibles, c'était ce travail d'équipe-là. Genre, t'avais toujours une mise en place des missions, un travail d'équipe. Genre, je pense par exemple au 4, où chaque personnage a un rôle à faire au même moment, et ça t'apporte cette conclusion. Alors là, tu pourras me dire toute la séquence de fin, mais je trouve que autant avant on avait un travail d'équipe simultané qui marchait ensemble, autant là, on a des personnages qui font leur truc individuellement, et ça amène à la conclusion. Et je trouve qu'on y perd. Bah non, en fait, je trouve pas, parce que tout ce qui concerne les coordonnées, faut bien qu'ils les fassent au même moment, enfin, faut qu'il y ait un truc, tu vois, faut qu'il y ait une concordance au niveau du temps, etc. Faut que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Alors ouais, non. Parce qu'en fait, maintenant, je trouve qu'il y a trop de gens dans son équipe, à Tom Cruise, et il y en a trop. Tu te demandes qu'est-ce qu'ils foutent là. Le flic qui était dans l'épisode précédent, là, qui pourchassait Tom Cruise, qui est maintenant dans son équipe. Lequel? De gars? Ouais, c'est ça. Ouais, de gars. Paris qui ne sert à rien. Ah oui, C'est Yoda. On va en parler de Elle ça. balance des mots en français. C'est J'en tout. pouvais plus, C'est c'est juste Yoda. pour montrer que Tom Cruise sait parler français. Enfin, au bout d'un Il y moment. a juste une réplique qui fait mouche, c'est quand Simon Pegg lui dit « Est-ce que tu peux m'ausculter ?» Et elle fait « Je sais faire que tuer ». Sinon, le reste, c'est juste C'est du n'importe quoi. des répliques françaises Qui lancées va vivre random. et qui va mourir. Waouh. Mais t'es là, Ethan mais- le veut vivant, moi je le veux mort. Tiens, à Voilà. un moment même, elle lui parle en français, et Tom Cruise du coup lui répond aussi en français, et on ne comprend pas. Ouais. Et du coup, il n'y Littéralement. avait pas de sous-titres à ce moment-là, donc moi j'ai pas compris en fait. En fait, il a montré ça dans le 6, et depuis le 6, je crois qu'il s'est dit, vas-y, je parle français. C'est Ouais, ça. c'est ça. Et faire revenir ce personnage-là, je sais plus, qui était présent dans le premier, mais qui est un personnage genre tertiaire dans le premier. Bah oui, Le oui. mec, le mec de la CIA. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Et- ce que je et- disais tout à l'heure. Et te faire dire qu'il a une importance incroyable et que tout ça semble, et t'es là en mode waouh, c'est C'était tellement, ouais. ça pète tellement pas de lion en fait. C'est tout lié en fait pour rien. Puis Pour c'est rien. pareil, genre dans le 7, on nous a sorti le flashback de Tom Cruise avant Mission Impossible, mais explication zéro. Zéro, Gabriel c'est ça. qui sait, explication zéro. Gabriel qui est Le pire méchant. sais- Le pire Ouais, vraiment. méchant de la Peut-être avec saga. celui du 2 aussi. Avec mais, celui du 2 quand même, ça stat. Mais en fait, genre, moi j'ai fini par acquérir la certitude que genre Gabriel c'est un troll. T'as une menace, mais genre tu sais qui est vendue comme la plus grande menace de la saga, et tu l'opposes à l'homme le moins charismatique du monde. Tu l'opposes à Manu Payette. C'est ce qui ressemble à Manu. Genre moi je trouve qu'il ressemble à Manu Payette, et puis surtout il prend jamais au sérieux ce qui se passe dans le film. C'est-à-dire qu'il Ah, passe parce que son tout temps- est écrit. Voilà, tout est écrit, ha ha ha, Tom Cruise, tu vas me poursuivre et c'est inéluctable que tu vas me poursuivre. Et genre, le mec il passe son temps à rigoler, tu vois, genre c'est l'empereur Palpatine mais sans charisme. Encore plus dans le 8, je trouve qu'il rigole beaucoup plus dans ce dernier. Ah ouais, non mais c'est Juste- insupportable. Genre, Alors, vraiment, ouais, il a pas de charisme en vrai. et puis, sa fin, elle est rigolote et le découpage il est plutôt fun, tu vois. Mais genre c'est à l'image du personnage, c'est-à-dire c'est sans panache, c'est sans rien du tout, c'est juste, c'est une blague ce personnage. Tom Cruise qui combat une blague. Manu Payette. Et sinon, voilà, séquence de fin, puisqu'on en parle,
impressionnante aussi, moi je trouve, hein, dans le terme de, en termes de montage et en termes de ce qui se passe à l'écran. Tu vois, franchement, de dire, je te montre tout l'espace du vide qu'il y a en dessous pour te montrer la distance qu'il y a du sol et que tu vois que Tom Cruise, il a littéralement aucune attache et rien du tout. Je trouve ça impressionnant. Il y a des moments, je fais. Mais comment il tient encore, l'enfoiré? Comment il tient encore? Enfin, moi, je suis surtout marqué par le montage, le découpage du climax. Ah oui, où les choses se répondent les unes aux autres. Mais sinon, moi, la scène de voltige en soi, c'est pas du tout genre la scène de cascade que je vais retenir de la saga en fait. Non plus, je préfère celle entre les deux avions du 6. Mais... Bah, exactement, tu vois. Mais par contre, tu disais le fait que ça se réponde bien, il y a juste avant qu'il aille dans le sous-marin, je trouve qu'aussi ça se répond bien la séquence de baston qu'il y a entre la maison qui est sur l'île Saint-Mathieu et lui qui se bat contre un mec qui doit être pro-entité, etc. Qui sort de nulle part juste pour dire on va se battre. Bon, à un moment donné, quand même, il se prend un petit tapis de course dans la gueule. Ouais, mais tu vois, littéralement, genre, on a mis une scène d'action là parce que on va mettre une scène d'action là, mais en soi, le personnage a aucune raison d'attaquer Tom Cruise, si ce n'est de je suis méchant. Ouais, mais moi je trouve qu'il y a. Enfin, les enjeux ils sont ultra artificiels parce que tu prends cette fin du 8. Alors, au-delà du fait qu'on est sur le même type de scène que sur Fallout, mais à la limite, c'est pas grave, on est sur des avions de voltige, c'est un peu différent. Ok, ça me va. Moi, ce qui me dérange, c'est que Gabriel il te sort des bombes nucléaires tout le temps. Il est là, il te sort, il y a une bombe nucléaire, faut la désamorcer. Pourquoi? Parce que dans le 6, c'est logique, c'est ce contre quoi il se bat depuis le début, c'est les fameuses 3 bombes qui doivent être connectées en même temps. Donc ça a du sens qu'il les désamorce là, ils sont censés arriver pour brancher l'entité, d'un coup, il y a une bombe nucléaire à désamorcer. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Pareil avec le personnage de Marcellus Wallace. Enfin, oui, c'est l'acteur de Marcellus Wallace. Ving Rhames. Voilà, bombe nucléaire. Pourquoi? Parce que c'est agaçant, parce que c'est facile. Mais si, c'est parce que c'est pour rajouter une temporalité, parce que le film joue uniquement sur ça, sur le temps. Ouais, mais c'est artificiel. C'est artificiel. Oui, non, c'est une bonne explication en fait. C'est artificiel, mais le film joue tout le temps sur le temps. Mais en fait, moi, ça m'embête pas que tu mettes de l'artificialité si c'est pour que tes séquences soient juste chouettes à regarder, mais donner autant de temps et d'espace à des effets qui sont juste sans densité, qui sont pas intéressants et qui manquent de liant, ça fait un film de 2h50 où factuellement il y a 1h20 qui est très chouette, et sinon le reste c'est des explications et des trucs où tu te dis passe à autre chose. Mais c'est surtout qu'en plus le film se répète énormément dans le début. Ah ouais. C'est genre vraiment, il y a plusieurs fois où ils te ressortent les répliques, ils te ressortent les mêmes plans, genre vraiment waouh quoi. Les flashbacks. Les flashbacks, les plans sur les bombes nucléaires des pays. Putain, le nombre de fois où j'ai vu le drapeau du Pakistan et d'Israël, putain, c'est un truc de fou. On a l'impression que ces plans-là, et en plus, je suis désolé, ces plans-là, ils sont assez dégueulasses, vraiment. Voilà, donc comme quoi, je ne suis pas biaisé totalement, je vois les défauts du film, mais il n'empêche que j'ai pris mon pied en termes de fan de la saga. Même en tant que fan de la saga, je suis bien obligé d'admettre que ce Final Reckoning, il est quand même dans le bas des Missions Impossibles. Moi, je serais pas autant fan que toi des Missions Impossibles, mais pour une saga que j'ai découvert sur le tas, je suis quand même très déçu que ce qui est censé être le grand final, ce soit ça, et que après ce que ça a pu offrir en termes de séquences, en termes de cinéma, on atterrisse là-dessus. Je trouve que c'est quand même une grande décision. J'ai plus eu l'impression de voir un film signé Roland Emmerich qu'un film de McQuarrie. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que pour moi, j'ai l'impression d'avoir un film catastrophe ultra américain où Tom Cruise doit sauver le monde, et c'est pas sa Mission Impossible. Puis moi encore, Tom Cruise, je vois pas d'acteur, je vois un cascadeur dans ce film. Mais ça c'est depuis longtemps quoi, enfin je l'ai jamais vu en tant qu'acteur dans l'émission Impossible et c'est pas très grave. À la limite dans le premier encore. Ouais, tu vois la scène où il délivre à je sais plus quelle actrice que tous leurs coéquipiers sont morts, genre c'est un petit peu intense en matière de performance, tu vois, c'est encore le Tom Cruise des années 90 qui veut prouver que c'est un bon acteur quoi. Alors que là... Parce que la plupart des Missions Impossibles ont été faites après le film dont je vais parler juste après, qui est très important dans la carrière de Tom Cruise. Mais là, il a plus rien à prouver, si ce n'est que, j'ai 62 ans. Mais il veut prouver juste sur les cascades, il est le producteur du film, enfin c'est un peu lui qui fait les films en soi, qui décide un peu de tout. C'est ça, mais... qui a la main mise sur tout. C'est ça, mais je veux pas bifurquer sur ce que je vais dire après, parce que vraiment, c'est vraiment tout ça, je le développe après, dans ce qu'on va dire après. Mais moi, j'ai juste une question. McQuarrie, en fait, avant de faire Mission Impossible... il était plutôt scénariste, donc c'est lui qui a écrit le scénario de Usual Suspect, si je dis pas de conneries. Ah, quand même. Et derrière, il a réalisé Jack Reacher, avant de réaliser les Missions Impossibles, donc Jack Reacher avec Tom Cruise. Et je crois qu'il a sauvé le scénario d'un film pareil de Tom Cruise, je sais plus lequel, peut-être il a touché au scénar de Oblivion
peut-être Oblivion et peut-être même Edge of Il Tomorrow. a fait Edge of Tomorrow, il a fait Edge of Tomorrow en scénario. Le mec, il a sauvé les scénars de pas mal des films avec Tom Cruise et il s'est dit vas-y, je veux passer à la réal. Et puis voilà, il a fait Jack Reacher. Et ensuite, il a dit bon, bah vas-y, réalise Mission Impossible 5. Et Ça. après, bah, il a continué. Ça a matché entre les deux, quoi. C'est ça. Mais putain, j'ai l'impression. Je vais redire un peu ça après, mais en gros, c'est depuis qu'il a travaillé, qu'il a arrêté de travailler avec des grands réalisateurs, maintenant il travaille avec des réalisateurs sur lesquels il peut avoir le contrôle, qui n'ont pas trop de pattes entre guillemets. Moi, je repense du coup au personnage d'Gabriel. À la limite, ce qui aurait été intéressant dans ce Mission Impossible 8, c'est peut-être de évincer très vite Gabriel au début du film, de penser que c'est lui un peu le boss final alors que non, et de plus se concentrer sur l'IA. Je sais pas, c'est vrai que comme c'est un troll, comme on le dit, je trouve que ça aurait été plus intéressant d'avoir une espèce de climax médian. Au Ouais. milieu du film, de peut-être se débarrasser de ce personnage et de trouver une entité encore plus. Ouais, plutôt qu'une confrontation qui n'en est pas vraiment une. parce Voilà, qu'il y a- c'est ça. Il n'y a pas vraiment de combat entre les deux, c'est juste une course-poursuite. Exact. Donc je sais pas. Oui, je pense que. Ouais, non, ce qu'aurait dû faire le film, c'est essayer de réparer les dégâts qu'il avait déjà commis dans le 7, en fait. Mais non. Pour conclure, regardez Mission Impossible 6, c'est le meilleur Fallout, c'est clairement. Ouais. Si vous voulez mon avis, c'est peut-être l'un des meilleurs films d'action qui a jamais été fait, mais bon. Oh, c'est un grand mot. Petite préférence pour le 5, personnel. Pour Oui, le le coup, 5 est très bien aussi. Pour le coup, j'ai pas vu beaucoup de Missions Impossibles au cinéma, et même donc le 8 qui a ses défauts. Au cinéma, j'ai quand même l'impression que j'ai bien apprécié, et je me rends compte que Mission Impossible, j'aimerais bien les voir au cinéma. C'est vraiment le but de ces films. Hein. Ouais, je partage totalement ton avis. Ce que je me disais hier devant le 8, je me dis quel dommage de pas avoir vu le 5, le 6 ou même le 4 sur un grand écran. Ouais. Ah, le 6 en IMAX, mon gars. Le 6, je l'avais vu au cinéma pour le coup, et c'était génial. J'avais adoré, donc oui. Ça, c'est vraiment des films pour le coup. Pour moi, les Missions Impossibles, c'est des films à surtout voir au cinéma. Ouais, mais voilà, je vais juste rajouter un truc. Moi, ce qui m'a aussi déçu, c'est que je trouve qu'on perd le jeu de dupe qui constitue vraiment l'identité de Mission Impossible, c'est-à-dire la tromperie, la dissimulation. Tu penses qu'un personnage a compris ce qui se passait, en fait, il n'a pas compris ce qui se passait. Il y a toujours quelqu'un qui a une longueur d'avance. C'est soit Tom Cruise a une longueur d'avance sur son antagoniste, soit l'antagoniste a une longueur d'avance. Et ça, je trouve que ça se perd dans Reckoning. Bah, là, en fait, il y a aucune surprise. Il y a aucune surprise, il y a aucun retournement de situation. À la limite, à part, tu sais, mais ça va être dans toutes les missions impossibles, c'est qu'ils ont un plan, ils t'expliquent le plan, ça se passe mal et finalement ils doivent trouver un plan B, un plan C qui est un peu plus dur que le plan précédent, quoi. Mais oui, je suis totalement d'accord sur Voilà, ça. c'est tout. Dans ce cas-là, ce que je propose, Jérémy, tu vas conclure avec les chiffres de Mission Impossible. Et après, donc, on va chacun parler d'un film de Tom Cruise qui est important un peu pour nous. Jérémy et Julien, vous avez des films qui sont après 2005 ou en 2005. Et Fred et moi, on a plutôt des films des années 80-90. Donc je propose, voilà. Jérémy, les chiffres de Mission Impossible et ton film plus celui de Julien. Et après, on finit avec. D'accord, ok. Donc pour les chiffres de Mission Impossible The Final Reckoning, donc pour le final de la saga, le film a coûté environ donc 400 millions de dollars, ce qui en fait un des budgets les plus importants de l'histoire du cinéma. À savoir que c'est dû notamment à tous les dépassements de budget qui ont été faits qui ont été dus à cause de la grève des scénaristes, puis des acteurs, et même antérieurement du Covid, puisque c'est vraiment Mission Impossible 7 et 8, c'est peut-être les films qui ont pris le plus cher dans leur gueule avec le Covid et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça que le film se retrouve avec un budget pharaonique comme celui-ci. Pour l'heure à laquelle on enregistre un box-office mondial à environ 222 millions de dollars, dont 86 aux États-Unis. Et pour la première semaine en France, qui était celle du 21 au 27 mai, il a fait 865 917 entrées. C'était le deuxième des sorties de la semaine derrière Lilo et Stitch. Donc du coup, par rapport au 7 qui était un flop, Bah, je sais pas, faut voir sur la durée. Là, pour l'instant, je pourrais pas dire, parce que vraiment, pour que Paramount soit bénéficiaire sur le film, il faudrait environ qu'il tape le milliard. Au bout d'une semaine, on n'est même pas au quart, donc faut voir comment il tient sur la durée le film. vu les avis qui fustigent, je suis pas sûr que le bouche à oreille va permettre au film de passer le milliard. Hein. Je sais pas non plus, mais peut-être. Mais donc maintenant, on a chacun un film de Tom Cruise un petit peu important pour nous. Et j'expliquais donc, Jérémy, tu vas bifurquer directement avec ton film. Et oui, parce que je vais vous parler de La Guerre des Mondes de Steven Spielberg, sorti en 2005, donc le film tiré du roman de H.G. Wells, mettant en scène une histoire classique d'invasion extraterrestre où tout va être détruit, la Terre, mais également la morale humaine. C'est donc la deuxième collaboration entre Spielberg et Cruise après Minority Report, et sans un aspect de l'acteur que je vais évoquer plus tard, je pense que le duo Spielberg-Cruise aurait pu être aussi iconique que le duo Scorsese-De Niro. Pourquoi j'estime cela ? Puisque Spielberg a donné un rôle totalement nouveau pour lui, celui d'un nobody, un monsieur tout le monde. C'est pas un
héros d'action à la Hunt ou à la Maverick. Non, c'est Ray Ferrier qui travaille dans les docks, qui est divorcé, qui galère à se faire aimer par ses enfants, qui galère à gérer sa baraque. Bref, la vie du gars donne pas envie, mais pourtant, elle est réalité pour bon nombre de personnes, et c'est une première de voir Cruise dans un rôle de ce type, mais qui démontre bien qu'il s'imbrique parfaitement dans la carrière de l'acteur, qui, et je vais me permettre de citer directement Louis Blanchot, qui dans son livre Les vies de Tom Cruise dit qu'il n'est jamais plus à l'aise qu'au bord de la rupture, qu'à ce point de bascule précis où cohabitent deux forces contradictoires, le constat paniqué de l'impossible et la nécessité de trouver la solution face à lui. D'ailleurs, on est à la période 2005, où Collateral est pas loin, donc c'est une période où Cruise tente de se réinventer, et La Guerre des Mondes le montre clairement. Mais bon, La Guerre des Mondes, c'est avant tout un film de Steven Spielberg, dans lequel on retrouve un de ses thèmes chers, celui de la famille dysfonctionnelle qui va par des événements exceptionnels se réunir. Le film, c'est l'imbrication la plus simple qu'on peut voir de ce thème, puisque histoire d'invasion extraterrestre, donc c'est le plus simple. Mais on sent également le traumatisme post-11 septembre dans ce film. Les personnages pensent notamment, la fille de Ray, qu'il s'agit d'une attaque terroriste au premier abord. Il exploite également à fond le fait que face à l'adversité, l'homme est vraiment la pire des espèces, car le nombre de fois où l'homme est montré plus dangereux que les extraterrestres sont nombreux, et ce n'est jamais aussi bien montré que la scène avec Tim Robbins, qui dans un premier temps aide Ray et sa fille. Il y a une scène de tension superbement mise en scène avec un tripode, mais une fois échappé de la menace extraterrestre, la menace humaine est de nouveau là, et encore plus inquiétante que la menace précédente. Alors du coup, je considère La Guerre des Mondes comme un excellent film, hein. Le nombre de scènes cultes et de plans gravés dans mon esprit se succèdent, hein, entre la séquence où les tripodes apparaissent la première fois, la scène de l'église, la scène où il se barre en voiture dans Brooklyn, avec un Brooklyn qui se désintègre, le plan séquence dans la voiture, la séquence où il y a un avion qui se pose juste à côté, tu te comprends qu'il y a un avion qui s'est écrasé juste à côté de la maison, la séquence du ferry. Vraiment, c'est un enchaînement de scènes cultes, et même la fin, voilà, donc la séquence avec Tim Robbins qui est absolument géniale. C'est tout ça, ça se succède à un rythme mené tambour battant. Pour autant, les à côté du film sont souvent ce que les personnes ont retenu à l'époque, parce que oui, c'est le moment de parler du moment où Tom Cruise a pété un câble niveau scientologie, et n'a passé la promo qu'à parler quasiment que de ça, et c'est cela qui a fait que la collaboration Spielberg-Cruise en est restée là en partie, mais c'est dû à ça notamment. Donc il n'a fait que ça, notamment une interview chez Oprah Winfrey dans laquelle il pète un câble, littéralement. Voilà, c'est dommage qu'il y ait eu cet à côté là, parce que sinon, ça se trouve, Spielberg et Cruise auraient continué de faire des films et ça aurait été exceptionnel. Et je tiens à préciser que les balbutiements du projet Interstellar, normalement ça aurait dû être Spielberg à la réalisation et Tom Cruise en rôle principal. Ouais, mais bon, vu le film qu'on a eu, moi ça me va. Je connaissais même pas cette histoire d'interview avec Oprah Winfrey. Elle est hyper connue, genre si t'as vu les Scary Movie, ils s'en moquent. Il y a un Scary Movie qui reprend exactement La Guerre des Mondes, et à la fin du film, t'as l'interview avec donc la parodie d'Oprah Winfrey et du coup de Tom Cruise. Et en gros, il pète un câble, en fait, il danse sur le canapé, il danse dans tous les sens, il crie, enfin il est... Et c'est un peu le moment où il rencontre Cathy Holmes aussi, je crois, donc vraiment... C'est un malade, et il est... voilà. Parce que ouais, enfin, moi ma référence de La Guerre des Mondes, c'est vraiment genre Scary Movie 4, hein. Oui, voilà, bah c'est ça. Rappelle-toi à la fin du film. J'ai oublié. Moi, je me souviens de ils la font la parodie de l'interview, en fait. Moi, je me souviens de la séquence saut. Ok. Mais voilà. Et donc, si je peux terminer, et potentiellement, on peut voir que ce film est un pivot dans sa carrière, puisque je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que depuis La Guerre des Mondes, Cruise ne travaille plus qu'avec des réalisateurs qu'il peut contrôler, ce que je disais un peu auparavant. Parce que c'est vrai que depuis La Guerre des Mondes, j'estime qu'il n'a jamais retravaillé avec un réalisateur de la trempe d'un Movie Bratz ou d'un Pollack ou d'un Kubrick. Donc c'est sûrement à partir de là que Cruise s'est totalement désincarné pour être le Cruise qu'on connaît aujourd'hui, un sauveur de l'humanité qui est connu pour toujours se trouver des solutions au moment où, et je vais encore citer Louis Blanchot, l'on ne peut rien faire et pourtant il faut faire quelque chose. Quel homme. Et donc, Julien, ton film s'inscrit un petit peu dans ce moult de la carrière de Tom Cruise. C'est Edge of Tomorrow. Alors, oui et non, c'est Edge of Tomorrow, sorti en 2014 de Doug Liman. Ça partage quelque chose avec Jérémy sur lequel je vais revenir, c'est le fameux Tom Cruise sauveur du monde. Mais déjà, je vais vous expliquer un peu de quoi ça parle Edge of Tomorrow, même si je pense que vous le connaissez. Oui. Bon, en gros, Edge of Tomorrow, ça nous raconte l'invasion de la Terre par une espèce extraterrestre. Ça ressemble un peu à la Guerre des Mondes au début, qui sont nommés les Mimiques. Il y a plusieurs années de combats acharnés, et avec surprise, c'est l'humanité qui prend le dessus. Il y a une grande invasion qui est prévue sur les côtes françaises, c'est vraiment la Seconde Guerre mondiale. La description des batailles dans Edge of Tomorrow, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc tu as une grande invasion qui est prévue pour libérer la France, qui est toujours sous contrôle des Mimiques, et c'est censé être la dernière grande bataille pour vaincre cette espèce extraterrestre. C'est vraiment sur ce postulat-là que s'ouvre le film. Et ça s'ouvre avec une sorte de montage qui est vraiment pas beau. C'est un vieux montage avec des images de JT, d'images de dirigeants. On voit François Hollande dans l'introduction d'Edge of Tomorrow. Et on a un superbe Tom Cruise sur un fond vert ignoble. On a aussi Brendan Gleeson sur un fond vert ignoble qui nous raconte la guerre. Et justement, Tom Cruise, il y incarne le commandant Cage.
Et ce commandant Cage, en fait, il s'occupe de ce qu'on appelle les relations publiques. En gros, c'est lui qui gère la presse, c'est lui qui vante la guerre, qui vante la future victoire, qui vante l'armée. C'est vraiment le I want you for the US Army. Et il vend des armures très stylées aussi. C'est les armures du film, elles sont très cool. Et là, on est un peu sur l'utilisation classique de Tom Cruise. Tom Cruise, il est beau, Tom Cruise, il est classe, Tom Cruise, il va vous sauver. Sauf que, c'est là où le film est intéressant, en fait le commandant William Cage, c'est vraiment qu'une image pour la presse. Lui de base c'est un publicitaire qui était dans l'armée de réserve, les extraterrestres sont envahis, on l'a mobilisé. Et il le dit lui-même dans les 5 premières minutes du film, je m'évanouis à la moindre trace de sang. Paye ton Tom Cruise. Sauf que, en fait on décide de l'envoyer sur cette fameuse plage française pour couvrir le front, puisque bon, c'est quand même lui qui est censé dire à tout le monde qu'on va gagner la guerre. Sauf que lui, il n'a pas envie d'y aller, parce qu'il a peur. Du coup, il refuse. Le général Brigham, qui est joué par Brendan Gleeson, le fait arrêter. Il s'enfuit, il se prend un coup de taser. Paye ton Tom Cruise. Il se réveille dans une base militaire et plus aucune trace de son passé. Il est traité comme un déserteur. Il veut fuir. Bon, on l'envoie quand même au combat. Il arrive sur la plage française. Là, on est à 20 minutes du film. Vous vous en doutez. Ils se font tous massacrer sur la plage. Et là, Tom Cruise meurt. 20 minutes, Tom Cruise est mort. Sauf que... En fait, il se réveille, il se retrouve de nouveau dans la base militaire. Et en fait, là, vous avez tout le concept d'Edge of Tomorrow, qui est en fait une journée sans fin. C'est-à-dire que Tom Cruise se réveille toujours sur cette base militaire, est envoyé au front, il meurt, et ça recommence, et ça recommence. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est que d'un film de SF qui avait l'air très grossier au premier abord, très cliché, très stéréotypé, et avec très peu d'originalité, en fait, le film, ça va être un énorme terrain de jeu. C'est vraiment une sorte de jeu vidéo, un die and retry, où Cage, justement, il va aller toujours plus loin. On a toujours une répétition des motifs, mais c'est jamais ennuyant. Au contraire, c'est super intriguant, parce qu'on se demande, en fait, jusqu'où peut aller Tom Cruise. Et justement, c'est un anti-Tom Cruise dans ce film-là, Cage, parce que certes, il va apprendre à combattre et à devenir ce fameux Tom Cruise, mais au début, c'est vraiment un débutant. C'est un débutant de jeu vidéo qui ne sait pas tenir une arme, qui ne sait pas utiliser son armure. Et je trouve que le film joue très bien avec cette persona de Tom Cruise, en ayant un Tom Cruise qui apprend à devenir Tom Cruise. Et ce qui est intéressant, c'est que à force de connaître l'avenir, il va anticiper les événements, il va changer ses actions sur le champ de bataille, et ça va aboutir à des conséquences qui sont toujours différentes. Et c'est ça qui va faire avancer l'intrigue, en sachant qu'à chaque fois, il y a ce fameux réveil à la base militaire. Et en plus de ça, ça permet quand même certaines scènes humoristiques. C'est-à-dire que quand il va avoir son premier réveil, le premier truc qu'il va faire, c'est « je viens du futur », il va expliquer tous les détails inimaginables et possibles. Donc on se dit « ah on va avoir une séquence où peut-être qu'on le croit, ou peut-être qu'on va dire qu'il est fou ». Non, on le retrouve séquence juste après, il est dans son armure, sauf qu'il est bâillonné, donc il doit fermer sa bouche. Et c'est pareil, genre juste avant, la scène d'avant, il savait pas utiliser son arme, là il va demander comment j'utilise mon arme. Et ça avance comme ça, toujours au fur et à mesure, en sachant que pour résoudre en fait cette boucle temporelle, il va rencontrer Rita, qui est jouée par Emily Blunt. Ça donne un duo qui est très cool, avec des scènes d'action qui sont vachement lisibles, bien montées. Et je trouve que pour un film de SF qui pourrait paraître très classique, ça tire son épingle du jeu. Voilà. C'est qui le réal déjà Doug Liman. Ouais, et Doug Liman a son meilleur dans Edge of Tomorrow. En sachant que du coup Christopher McQuarrie a participé au scénario du film, parce que c'est une adaptation de base. Oui, de All You Need Is Kill. Voilà. Ok, je pense que la transition la plus fluide, ce serait mon film, à moi Fred, pour conclure avec le tien. Parce que le mien c'est aussi un film de guerre, mais c'est un film de guerre qui est apparu quasiment 25 ans avant Edge of Tomorrow, puisque c'est né un 4 juillet de Oliver Stone, qui est sorti en 89. Alors, j'ai rattrapé beaucoup de films de Tom Cruise parce que moi, je voulais pas m'arrêter à ce que je connaissais déjà de lui, c'est-à-dire, sinon je serais parti sur Collateral. Mais justement, j'ai commencé à regarder du Tom Cruise, j'ai commencé à vouloir regarder avant Top Gun, donc j'ai regardé Risky Business, dans lequel Tom Cruise est un jeune étudiant qui commande une call girl. Faute de pouvoir la payer, il devient son Mac. C'est moyen, mais c'est rigolo. Mais non, l'autre film qui était vraiment très chouette, c'est né un 4 juillet. En gros, c'est un peu l'antithèse de ce que tu dis avec Edge of Tomorrow, parce que c'est un jeune homme qui veut s'enrôler dans la guerre du Vietnam, qui est pleinement acquis à la cause, parce que il y a tous les discours patriotes, le fait de servir votre pays. Donc lui, il veut servir son pays. Il va à la guerre du Vietnam. Au bout de 15 minutes de guerre du Vietnam, il se fait flinguer. Il perd l'usage de ses jambes. Et en fait, le film dure 2h20. Et donc, l'heure 40 qui va suivre va en fait suivre un Tom Cruise tétraplégique qui, au départ, va servir la cause en tant que soldat, ancien soldat, et dire « allez vous enrôler dans la guerre du Vietnam », qui est une guerre qui a quand même duré 20 ans, donc de 55 à 75. Et donc c'est une grande épopée qui dure à peu près 25 ans, et qui va suivre ce Tom Cruise qui va avoir une transition vers un homme très patriote qui est prêt à servir son pays, et les désillusions post-guerre du Vietnam, et qui va devenir justement un militant anti-guerre du Vietnam. Et c'est une histoire vraie, puisque c'est l'histoire de Ron Kovic, qui en fait, qui a véritablement vécu ça, qui a écrit le livre, qui sera l'adaptation, qui sera adapté par Oliver Stone, et en fait Ron Kovic a même écrit le scénario du film qui raconte sa vie. Et là, pour le coup, c'est tout l'inverse de ce qu'on a avec Tom Cruise
d'un Mission Impossible, c'est-à-dire c'est un Tom Cruise qui est complètement détruit au niveau de son corps, détruit au niveau de ses visions du monde et de sa morale. Et en fait, c'est un film qui est extrêmement crade, extrêmement genre vulgaire, et qui va te dire bon bah Tom Cruise, son pénis est plus du tout apte à faire quoi que ce soit, il a une poche, et donc tu vas avoir un Tom Cruise qui va vider sa poche dans les toilettes de sa maison, tu vois. Et donc donc après c'est vraiment un film de Oliver Stone qui est protestataire, qui est anti-guerre, qui veut vraiment genre te parler de la guerre du Vietnam, et qui se sert assez justement d'un Tom Cruise qui est encore très jeune, hein, c'est un Tom Cruise de 89, donc il sort d'un Top Gun, il a pas encore fait des trucs comme Eyes Wide Shut, comme La Firme, ou comme des comédies sentimentales à la Jerry Maguire, mais voilà, c'est vraiment un Tom Cruise qui veut faire ses preuves, qui est franchement une super performance. Jérém l'a vu avec moi. Oui, très bon film, et je rejoins Owen sur le fait que ce soit un bon film, et que enfin j'ai vu Tom Cruise jouer, peut-être c'était le début, j'ai pas trop vu, j'avoue que c'est peut-être ce qui me manque le plus, le début de sa carrière, mais oui, j'ai vu un Tom Cruise qui était en train de jouer, oui. Par exemple dans Risky Business, c'est vraiment genre le Tom Cruise, je te vends mon corps, tu vois, c'est vraiment genre, c'est presque une caricature de lui-même déjà, mais le jeune Tom Cruise, beau gosse, qui va montrer ses fesses, qui va montrer son corps de beauté, alors que là c'est un Tom Cruise qui est détruit, et vraiment genre c'est assez fou de voir un Tom Cruise qui est au début du film, qui est vraiment je vais m'enrôler dans la guerre et j'y crois, et en fait qui va se faire assassiner quoi, et qui va se reconstruire, mais d'une manière qui est t'as pas vu Tom Cruise dans cette forme là, parce que grosse moustache, cheveux longs, style un peu hippie, et qui boit beaucoup. Donc voilà, franchement de tous les films que j'ai vus, c'est avec Eyes Wide Shut et Collateral mon préféré de Tom Cruise. Après, Collateral, il reste secondaire, c'est surtout Jamie Foxx qui est mis en avant. Ouais, c'est Tom Cruise sur l'affiche de Collateral quand même. Ouais, mais c'est surtout Jamie Foxx. Ouais, c'est le fait d'avoir Tom Cruise comme méchant quand même. Très C'est vrai. intéressant comme discussion, parce que ça va être mon propos. Donc. Voilà. C'est le fait que Tom Cruise soit blond aussi qui marque dans Collateral. Oui. C'est vrai. Blond, blanc, Blanc, Cheveux blancs. Blanc, c'est blanc même. vieux. C'est le fait qu'il ait une barbe. Aussi. Qui tue des gens. Enfin En vrai, bref. Collateral, il y avait pas mal de choses à dire aussi. Sur l'anti-Tom Cruise, en fait. Par contre, juste, j'ai repensé à un truc dans Mission Impossible 8. Il y a un moment où Tom Cruise assassine des gens avec une hache. Et C'est pas montré. c'est pas montré, tu vois juste le regard de Hayley Atwell qui est là, moi. Oh. Ça, c'était bien. Alors Voilà. non. Parce que justement j'aurais voulu le voir, moi. Parce que moi je me suis dit, waouh, Tom Cruise il a été violent, il a du sang sur sa chemise. Et vas-y, on n'en fait rien. Ah, mais moi, j'aime bien l'utilisation de pas montrer des choses et de faire la suggestion. Mais c'est vrai que dans le cas de Tom Cruise, ça peut être intéressant de Oui, le mais montrer. C'est dans, pas dans- faux. dans- dans le fait que genre Ethan Hunt, il a quand même assassiné très violemment des gens. Et justement, moi je me disais que ça allait reconsidérer un petit peu la méta du personnage, pas du En tout. fait, t'as l'impression que c'est amorcé, mais qu'après ça va plus loin, quoi. Voilà. Bref. L'anti-Tom Cruise, moi, ça va être mon sujet dans mon film, parce que je vous parlais de Entretien avec un vampire. C'est assez drôle que vous parliez d'affiche de Collateral, parce qu'en soi, Entretien avec un vampire, c'est plutôt un film avec Brad Pitt, qui à l'époque était une étoile montante. Il avait pas encore fait Seven ou d'autres films, je crois qu'il avait. Il était juste. C'était quoi déjà Thelma et Louise. Thelma et Louise, bon, il a un petit rôle dedans, mais il y avait un film juste avant. A River Runs Through It. C'est comment en français Et au déjà milieu coule une rivière. Voilà, Ouais, tu vois, qui est où quand il même joue- un film. Il joue le petit frère. Voilà, exactement. Mais effectivement, en fait, quand vous voyez l'affiche de Entretien avec un vampire, c'est vraiment Tom Cruise qui prend tout l'espace, et vous avez Brad Pitt qui est vraiment minime, alors que vraiment c'est un film avec Brad Pitt. Donc non, moi j'aime beaucoup Entretien avec un vampire, parce que j'ai un peu l'impression que ce film dit tout de Tom Cruise en dehors de l'image qu'il a pu se créer. Moi, du coup, comme Owen, Tom Cruise c'était quelqu'un que j'avais surtout appréhendé avec l'émission Impossible, et puis à peu près tout. Hein. J'ai pas vu Top Gun, mais le film est tellement important. Enfin, Top Gun est tellement connu que je pense qu'inconsciemment, en fait, ça fait que tout le monde s'imagine un Tom Cruise parfait, un Tom Cruise qui est toujours le sauveur du monde. Et donc, ce que j'aime avec Entretien avec un vampire, c'est que dedans, en fait, Tom Cruise joue le rôle d'un vampire qui a une emprise sur Brad Pitt. En soi, le film, quand on le regarde, c'est vraiment un couple gay toxique. Voilà, donc vous avez Tom Cruise qui fait devenir Brad Pitt un vampire, et qui va tout faire pour avoir un contrôle sur lui, qui va le torturer psychologiquement. Et voilà, je sais pas si vous connaissez un peu la vie de Tom Cruise. Il y a quand même une affaire très connue, un couple qui a été le couple des années 90, c'est Tom Cruise et Nicole Kidman. À savoir que voilà, est-ce que vous connaissez un peu Oui. Voilà. On réexplique quand même vite fait, mais. Je réexplique. En soi, je connais pas très bien l'affaire. Je sais juste que Tom Cruise donc a été en couple avec Nicole Kidman, marié, que ça a été le couple des années 90, et que en fait, on s'est rendu compte que le mec était tellement à fond dans sa secte que ça a une incidence sur Nicole Kidman, qui était en soi une espèce de prisonnière en fait de. Nicole Kidman a perdu la garde de ses enfants, je crois. Hein. Voilà. Tom Cruise a arraché les enfants à Nicole Kidman. Voilà. Et donc c'est marrant de se dire qu'il y a un film. C'est pour ça que Cathy Holmes a fini par se barrer. Ouais, exact. Mais donc de voir un film où vous avez à peu près la même chose, en fait, un Tom Cruise donc qui a sous son emprise Brad Pitt, et qui à eux deux forment un couple qui élève un enfant qui est Kirsten Dunst, et qui était son tout premier rôle au cinéma, si je ne m'abuse.
Et donc voilà, c'est plutôt pour ça que j'aime ce film. Je trouve que c'est un film qui ose critiquer les choses, et je suis même des fois un peu choqué de voir Tom Cruise dedans en fait, parce que le film est sorti en 95, donc à ce moment-là il y avait déjà le couple. C'est pas 91 94. Ok. Bon, c'est à peu près la même chose. Mais en soi, Tom Cruise est pas du tout, est pas aussi présent dans le film. Je crois qu'à la moitié du film, il disparaît et il réapparaît à la fin. Un deuxième truc que j'aime beaucoup dans le film, du coup, ça parle de vampires. Et en soi, Tom Cruise, c'est un peu le sujet. C'est un homme qui a 62 ans actuellement et qui en fait ne vieillit pas. C'est un mec qui reste toujours au top du top. On n'a pas trop parlé de ça dans Mission Impossible 8, mais je crois que c'est l'opus de la saga où il y a le plus de moments où Tom Cruise est à moitié à poil, quoi. C'est vrai. Quand même. Non ? Ah, le sous-marin, hein. Le sous-marin quand même. Bref, et donc dans Entretien avec un vampire, il y a un peu ce côté-là où il incarne un vampire qui ne veut pas vieillir, qui veut absolument rester jeune, même s'il doit se nourrir du coup de plein de femmes, hein, c'est que des femmes auxquelles il s'attaque. Et donc je trouvais ça assez intéressant qu'il puisse jouer un film dans lequel il était un vampire. Oui, il y a un truc qui me terrifiait en fait avec Tom Cruise, maintenant j'y pense. Mais la scientologie, c'est un peu derrière lui, les gens en parlent plus trop. Mais genre, Tom Cruise, maintenant, il veut trop paraître sympa et... Exact, ouais. Et je trouve ça un peu effrayant. Tu vois, vous arrêtez pas de sortir le popcorn là, en ce moment, mais est-ce que c'est pas une façon détournée de Ah mais oui, totalement. dévorer vos âmes ? C'est un truc qu'on a un peu oublié, quoi, c'est passé à côté. Mais ouais, mais le truc, c'est que alors la scientologie, Tom Cruise était légérie de ça parce que il en parlait. Mais dans ces cas-là, faut chier sur le tiers d'Hollywood, hein, dans ces cas-là, parce qu'il y a le tiers d'Hollywood qui est dans la scientologie, sauf qu'ils en parlent pas. Mais moi je trouve que c'est plus l'affaire de Kidman qui a un peu entaché sa réputation. C'est le côté de tout vouloir maîtriser, de tout vouloir contrôler. Et du coup voilà, c'est pour ça que je voulais parler d'Entretien avec un vampire, parce qu'en soi il y a un peu cette idée là. Quand on a eu les audios là du tournage du set, quand il fait on est en train de faire un film. Ouais, mais encore, là ça peut se comprendre. Le mec il voulait juste faire son film, c'était le moment où c'était le Covid, c'est la merde et tout. Enfin, il y a des enjeux, il est producteur du film, il y a des enjeux aussi derrière pour lui. Hein, Tu peux financiers. fustiger Christian Bale quand il démonte un maquilleur aussi qui passe sur scène. Hein. Ouais, attends, je sais plus dans quel film c'est. Non mais c'est vrai que moi je suis parti quand même du postulat où Tom Cruise a quand même des affaires sombres derrière lui qu'on oublie un peu trop. Je vois juste qu'on n'a pas vu Magnolia. Ouais. Et moi ça m'embête parce que je veux trop le voir, mais Si, moi je l'ai vu. Hein. Ah. Mais juste, je voulais pas en parler parce que je voulais pas à la guerre des mondes, mais c'est vrai que Magnolia, Paul Thomas Anderson, il en a fait une sorte de gourou qui qui fait des commerciales un peu comme ce qu'il y a dans Requiem for a Dream et que Ellen Burstyn elle est dedans là. C'est ça, c'est le mec, il fait des grosses pubs de 30 minutes c'est limite une secte en fait ce qu'il a dans Magnolia il me semble. Et c'est juste que voilà, il joue de l'aura de Tom Cruise qui est vraiment magnétique et il en fait un salaud, bien que au fil du film t'as un peu d'empathie pour lui. Mais t'as dit le mot parfait, magnétique, parce que Fred, je disais qu'il avait des choses sombres qu'on oublie, mais en fait il est tellement magnétique Tom Cruise, il polarise tellement tout l'espace quand il est dans un film que tu retiens que Tom Cruise, beau visage, beau sourire, l'homme qui sauve tout le monde. Exactement. Là où Entretien avec un vampire, alors c'est marrant parce que dedans donc c'est un peu le méchant du film, mais on a quand même une espèce de pitié pour lui parce que en gros à la toute fin du film, je m'en fous, je sais pas. non, moi je l'ai pas encore vu. Rien à foutre. Non mais voilà, c'est que même Brad Pitt en fait s'en veut parce qu'à un moment voilà, Brad Pitt arrive à s'échapper de son contrôle, en fait, son emprise, mais il s'en veut parce qu'il explique qu'en gros, lui-même est victime de sa folie, quoi. Donc il y a dans n'importe quel film, c'est vrai qu'on arrive toujours à trouver une petite touche de sympathie pour cet homme. D'humanité. Même dans Collatéral. Bah même dans Collatéral, ça qui est intéressant dans Collatéral, c'est qu'en soi, c'est le mec fait son métier, il fait son taf, et t'as une espèce de relation entre les deux, entre Jamie Foxx et lui, qui est assez émouvante. Moi, je trouve à certains moments, t'as l'impression qu'ils sont potes, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu Collatéral. Tu vois, la fameuse scène où il rentre dans un club de jazz pour aller écouter un homme, donc tu te dis putain, en fait, Tom Cruise, il a des goûts, il a un sens de l'art, etc. Et en fait, non, il rentre dans le club de jazz juste pour buter en fait le pianiste, je sais plus Ouais, ce qu'il c'est faisait. ça. Ou saxophoniste. Le saxophoniste peut-être. Moi, si je peux donner juste une petite dernière reco sur la carrière de Tom Cruise que j'ai vu il y a hier, c'est Jerry Maguire de Cameron Crowe. C'est le même gars qui a fait Vanilla Sky que j'ai pas vu. Regarde directement le film d'Amenabar. Ouais, je sais bien. Putain, ça, le triplé là, je crois que ça fait 3 épisodes à la suite on parle de ce film. Mais c'est le nouveau Scorsese. C'est le nouveau Scorsese. Mais Jerry Maguire, c'est une comédie romantique avec Renée Zellweger aussi. Oh, c'est rigolo, c'est plein de bons sentiments. C'est vraiment l'Amérique de tous les espoirs, l'Amérique où genre tu peux te faire virer de ton agence et genre
te relever parce que le self-made man et genre trouver la femme de ta vie. Moi j'ai une dernière reco aussi, si vous voulez voir un film avec Tom Cruise qui est pas du tout magnifié, c'est ses débuts, c'est dans Outsiders de Coppola, où il avait vraiment une gueule de merde, une gueule de souris. Et voilà, c'est tout. Voilà. Tom Mice. Tom Mice. Tom Mice. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour sur nos films de Tom Cruise, mais il y a une chose qu'il faut conclure. Agent Jérémy, vous avez maintenant la tâche de faire Les chiffres. Ça faisait longtemps. Oui, Mais On oui, avait le peu les retour. chiffres. Et oui, le retour des chiffres, vu qu'on est parti sur une émission plutôt spéciale Tom Cruise, on va y rester tant qu'à faire. Donc j'avais hésité à faire les chiffres de la saga Mission Impossible. Puis finalement, pourquoi se contenter d'une saga quand on peut faire les chiffres complets d'un acteur? C'est en cela que je vous propose de parcourir les chiffres de Tom Cruise. Commençons. Tom Cruise, c'est 44 ans de carrière depuis son premier rôle dans Un Amour Infini. C'est 46 films à son actif en comptant Mission Impossible 8. Et 36, c'est le nombre de réalisateurs différents avec lesquels Cruise a travaillé. Il a travaillé au moins 2 fois avec 7 réalisateurs, dont Christopher McQuarrie avec lequel il a fait 5 films. Autrement, il a été sous la direction 2 fois de Tony Scott, de Doug Liman ou encore de Steven Spielberg, pour ne citer que. On peut noter que Tom Cruise a un pokédex de réalisateurs impressionnant car il a tourné pour quasi tous les movie brats que sont Spielberg comme dit juste avant, Scorsese, Coppola et De Palma. Ne lui manquait plus qu'une apparition dans Star Wars pour avoir travaillé avec toute cette bande. Mais il a également travaillé avec les 2 frères Scott, donc Tony et Ridley, Barry Levinson, Sidney Pollack, Ron Howard, Oliver Stone, Paul Thomas Anderson, Robert Redford, Cameron Crowe et même Stanley Kubrick. Peu d'acteurs peuvent se vanter d'avoir travaillé avec autant de grands noms que lui. Ensuite, si on prend les notes IMDb, son film le mieux noté, c'est lequel selon vous? La Top Gun. La guerre des mondes. C'est mal noté Top Gun. Ah, je La dirais- guerre des mondes. En vrai, je dirais Top. Attends, le mieux noté Oui. Le mieux noté. Top Gun Maverick. Exactement, Ah. Top Gun Maverick avec 8,2 de moyenne. A contrario, son film le moins bien noté, c'est À égalité, il y a 2 films. Le moins bien noté. La guerre des mondes. Non. C'est quand même bien. Peut-être le premier Top Gun. Non. Ah. Non, alors ça va être compliqué pour vous de les trouver puisque c'est dans ses premiers rôles en fait, c'est donc À égalité, Un amour infini, son premier rôle, et American Teenager ou Losing It en VO avec 4,9 sur 10. Tom Cruise a joué dans des films notés en moyenne 6,9 sur 10, qui est plutôt pas mal. Parlons box-office maintenant, et là c'est là où ça va commencer à être impressionnant. Tom Cruise, niveau box-office US, a quand même engrangé plus de 5,4 milliards de dollars de recettes, avec comme plus gros succès Top Gun Maverick avec plus de 718 millions. Niveau mondial, malgré ses nombreux succès, c'est également Top Gun Maverick avec près d'1,5 milliard au box-office mondial qui est son plus gros succès, et le seul film de sa carrière à avoir dépassé ce cap symbolique du milliard. L'ensemble des recettes mondiales des films dans lesquels Tom Cruise a joué s'élève à plus de 13 milliards de dollars de recettes, avec une moyenne ahurissante de près de 290 millions par film. Voilà, rien que ça. Je me demande quel est l'acteur qui a fait le plus. Alors ça je sais pas, mais je pense qu'il est plutôt bien placé. En France, étonnamment, son plus grand succès n'est pas une grosse saga puisqu'il s'agit de Rain Man avec 6 474 520 entrées, et à contrario, le film qui a fait le moins d'entrées avec lui c'est Rock Forever, sorti en 2012 avec un peu plus de 66 000 entrées. C'est un peu l'oublié des films récents de Tom Cruise, Rock Forever, donc ça paraît logique. Notez bien ça, 28 des films avec Tom Cruise ont dépassé le million d'entrées en France sur 45, et donc très probablement 29 sur 46 avec le dernier Mission Impossible, ce qui est quand même assez impressionnant puisque plus d'un film sur 2 avec l'acteur dépasse le million d'entrées en France. Et juste pour vous donner le vertige, parmi ces films, 7 ont dépassé les 3 millions. Donc C'est beaucoup. voilà, pour vous dire à quel point c'est ouf. Et au total, les films avec Tom Cruise en France, c'est plus de 75,5 millions d'entrées, soit plus que la population française actuelle, avec une moyenne encore une fois stupéfiante de plus de 1,7 million d'entrées par film. Il dépasse tout. Au niveau des récompenses, Tom Cruise, c'est 184 nominations dans des cérémonies de récompenses pour 64 victoires, dont une Palme d'Or au Festival de Cannes 2022, et 3 Golden Globes pour ses rôles dans Né un 4 juillet, Jerry Maguire et Magnolia. Et on peut noter aussi ces 3 nominations aux Oscars pour exactement les mêmes rôles, et une 4e nomination en tant que producteur pour Top Gun Maverick, qui avait été nommé à l'Oscar du meilleur film. Ensuite, 7315. C'est le nombre de mètres que Tom Cruise a couru à l'écran. Et oui, et encore le chiffre n'est pas exact car il date d'avant la sortie de Mission Impossible Fallout. Depuis, les calculs n'ont pas été refaits. Donc on peut estimer que maintenant il a couru plus de 10 km à l'écran. Alors, il court pas trop dans Dead Reckoning, il est beaucoup à moto. Par contre, dans. Non, dans Dead Reckoning, il est pas à moto. D'ailleurs, j'ai été étonné dans Final Reckoning. Non, dans Dead Reckoning, Oui. il est en moto, il est en Fiat 500, il est en ce que tu veux. Par contre, dans Final Reckoning, ouais, il court. Bah, Ouais, tu vois, voilà, pardon, je te coupe, mais ça rejoint le côté il affronte la technologie à lui seul.
Ah, méta. Ouais, mais dans Final Reckoning, d'habitude, il y a toujours une scène de moto, là, il n'y en avait pas. J'étais étonné. Mais pour revenir au premier chiffre, sur ces 7315 mètres, c'est dans quel film, selon vous, qu'il a couru le plus, qu'on le voit le plus courir? Marathon Man. Mais il a pas joué de putain. Ah, c'est dans un Mission Impossible ou un Ah, Jack mais- Reacher peut-être. Alors, Mission Impossible, mais lequel? Alors, attends, j'en ai un où j'étais en mode. Le de courir. 4. Bah, Fallout, il court quand même pas Non. mal, non? Avant, parce que là, c'était avant, les chiffres que j'ai, c'est avant Fallout, Ah oui. le chiffre que j'ai. Le 3 dans le climax. Oui, en effet, car dans ce film seul, il court près d'1 kilomètre à l'écran de 980 mètres pour être exact, pour un total au global, donc de 18 minutes de Tom Cruise en train de courir dans sa filmographie de 1981 à 2015. Passons donc à nos chiffres sur la filmographie de Tom Cruise. On va reprendre Mission Impossible 8 dans les comptes puisqu'on l'avait pas compté pour le box-office. Donc au nombre de films avec Tom Cruise vus, Fred et Julien sont ceux qui en ont vu le moins avec 13 films chacun. Bon, Ce ça qui va. est déjà. Bah, en fait, dont 8 Missions Impossibles. Oui, du voilà, coup, les- Voilà, faut c'est savoir que voilà, il y a tous les Missions Impossibles qui sont comptés là-dedans, donc 13 films. Owen est juste ensuite à 17. je me suis bien rattrapé ces 5 derniers jours. Et moi-même suis celui qui en a vu le plus, puisque j'ai vu 23 films dans lesquels Tom Cruise apparaît. Pas mal. 9 films avec Tom Cruise ont été vus par tous, bien évidemment tous les films de la saga Mission Impossible, donc 8 films, et également Collatéral de Michael Mann. Bah, qui a pas vu Top Gun 2? Attends, j'y viens. A contrario, 18 films n'ont été vus par aucun d'entre nous, dont Legend de notre cher Ridley Scott, Rain Man, Le Dernier Samouraï ou encore Vanilla Sky. J'ai vu Le Dernier Samouraï. Bah tu me l'as pas mis. Hein. Ah si, il l'a mis. Ah bah j'ai pas compté, désolé, bah t'es à 18 films alors. Tricheur. Non, c'est juste que j'ai pas fait attention. T'es sûr t'as... Et je confirme, il a mis le dernier Samouraï. Je crois qu'il a mis Ah le ouais, dernier Samouraï. J'en ai la certitude même. Ah oui, tu l'as mis, pardon. C'est moi, j'ai mal compté. Donc du coup, grave. il est à 18... Owen est à 18 films, finalement. Et en fait, que seulement 17 films n'ont été vus par aucun d'entre nous. Et c'est super bien Le Dernier Samouraï. Fred est à 2 films qu'il est le seul à avoir vu. Outsider et Entretien avec un vampire. Mhm. Owen est le seul à avoir vu 4 films, du coup, puisque vu qu'il faut rajouter Le Dernier Samouraï. Puisqu'il est le seul à avoir vu Risky Business, Jerry Maguire, Eyes Wide Shut et donc Le Dernier Samouraï. Oh, t'es le seul à avoir vu Eyes Wide Shut. Ah, vous avez pas vu Eyes Wide c'est un Shut peu gênant quand même. Hein. C'est- Faudrait qu'on le voit. Parce que c'est vraiment bien, hein, les gars. Et enfin, je suis le seul à avoir vu 7 films avec Tom Cruise. Et dans l'ordre de sortie, donc Magnolia, Austin Powers 3, dans lequel il fait une petite apparition, Night and Day, Jack Reacher 1 et 2, Oblivion et La Momie. Donc très clairement, ces derniers films, c'est plus moi, je suis le seul à les avoir vus. Et donc au niveau des films qu'une seule personne d'entre nous n'a pas vu, Owen et Fred sont à 2 films chacun. Respectivement, Owen est le seul à ne pas avoir vu La Guerre des Mondes et Edge of Tomorrow. Regarde des mondes, il faut que tu le rattrapes. Edge of Tomorrow aussi. Et Fred est le seul à ne pas avoir vu les 2 films Top Gun. J'en ai vu aucun. Non, mais En vrai, tu peux te dispenser du vin. hein. Ouais, en Ouais. fait, le 1, c'est le film le plus années 80 que tu puisses faire, je crois. Ok. Mais c'est pas grave si je vois Top Gun Maverick sans avoir vu le 1. Tu perds quelques références, mais honnêtement, le 1 est pas un très grand film et le Oui. 2 est un plutôt bon film, moi je Oui. trouve. hein. Ok. Oui, le 2 est très bien. C'est tout. je vais conclure avec Tom Cruise. Moi, il y a juste un aspect de sa carrière que j'aurais bien aimé voir parce que je pense beaucoup, quand je pense Top Gun, je pense à Val Kilmer et je pense Val Kilmer me vient Top Secret des frères Zaz. Et je trouve que Tom Cruise, il aurait fait une comédie à la Zaz, ça aurait été vachement bien. Voilà. Hmm. Ok. Un Tom Cruise qui fait des cascades débiles avec le découpage humoristique des frères Zaz. Ou juste une vraie comédie, parce qu'on l'a vu dans Tonnerre sous les tropiques, il est à crever de rire. Il sait faire de la comédie. Mais on le voit pas tant que ça faire de la comédie. Mais comme disait Jérémy, j'ai l'impression qu'il a envie de juste s'investir dans des films où il peut avoir plus ou moins un contrôle total et qu'il préfère de montrer de lui que ce côté cascade et. C'est pour ça que c'est lui qui produit ses films, c'est pour ça qu'il... D'ailleurs, il a arrêté de travailler avec Paula Wagner pour ça aussi. Donc c'est pour ça que avant c'était Wagner Cruise Production, maintenant c'est que Tom Cruise Production, tu vois, et c'est lui qui fait c'est lui qui a ses propres sociétés d'assurance parce que sinon aucune société d'assurance ne voudrait de lui parce que pour faire ses propres cascades dans l'émission Impossible. Enfin voilà, c'est pour ça. Il En est fait, vraiment Tom Cruise- il contrôle tout sur ses films quasiment. Tom Cruise, c'est The Weeknd. Mon dieu, les gars. Mais Il y a voilà. des liens. En tout cas, on sait que là, il a très envie de faire la suite, le spin-off de son personnage de Tonnerre sous les tropiques. Mais sinon, autrement, le prochain projet de Tom Cruise, c'est le prochain film d'Iñárritu. Et on a regardé le pitch un peu du film. Oui. Qui est du coup en fait l'histoire de l'homme le plus fort au monde. Ouais, qui fait une connerie et du coup il doit se racheter pour prouver que voilà. C'est vraiment l'homme le plus fort du monde. Agent Jérémy, votre mission est accomplie. Vous en Merci. avez une nouvelle pour le prochain épisode. Comptez le nombre de fois qu'on dit Tom Cruise dans cet épisode. C'est faisable. Il va y en avoir beaucoup. Tom Cruise, Trump. Bon, Fred. Il est l'heure de votre joker. C'est tout pour le moment. Pourquoi on est passé à Secret Story là?
Imaginez que nous sommes en quelle année, 2025 ? Oui. Ouais, je dirais 2000. Allez, on va dire pour 2031. Il y a un Mission Impossible 9 qui était Non, non, je ne veux pas. qui est en préparation. On n'a pas encore le titre, mais on sait que dedans Tom Cruise va dans l'espace. On va vraiment le filmer dans l'espace. Alors, il a toujours son projet de film dans l'espace d'ailleurs. Ah putain, bah voilà, on va le filmer dans l'espace. Sauf qu'en fait, il y a un accident et il a voulu aller trop loin. Il s'est fait découper par un vaisseau. Donc Tom Cruise vient Non. de mourir. Non, En mode Mickey 17. il a Et- vogué vers le soleil et il a brillé jusqu'au bout, tel la star qu'il est. C'est beau. Pourquoi pas, c'est beau. J'aime beaucoup. Bah voilà, exactement tout ça. Donc en fait, Tom Cruise n'est plus. Sauf que le film est encore. On a quand même mis beaucoup d'argent. Hein. Cette fois-ci, on a mis 1 milliard de dollars. Paramount ce a craqué film. le slip. Katy Perry était très jalouse de pas être retournée dans l'espace avec lui. Et donc en fait, on doit trouver un acteur en urgence parce qu'on a encore tout le film à faire. Qui peut remplacer Tom Cruise ? Qui peut jouer dans un Mission Impossible et même éclipser Tom Cruise ? Il jouait le fils caché de Tom Cruise. Peut-être le fils caché, peut-être juste un acteur. Oui, effectivement, comment trouver quel lien pourrait-on trouver pour mettre un nouveau personnage dans la saga ? Putain, je viens de penser à un truc qui m'est venu à l'esprit direct, bien que je pense pas que ce soit la meilleure des idées, Tom Holland. Bah oui. C'est un peu obvious, mais oui. Vu qu'il fait ses propres cascades. Il a un passé, où il aime bien faire. Ouais, c'est ça, ses cascades. Il est bankable, enfin, ouais. Mais est-ce qu'on n'aurait pas plus d'autres acteurs des choix un peu plus obscurs, des trucs auxquels on n'aurait pas pensé ? Parce que c'est vrai que Tom Holland, ce qui lui colle à la peau, c'est ce côté un peu débile, un peu... C'est tout, il aurait eu deux grands rôles de sa vie, Spider-Man et le fils caché de Tom Cruise dans Mission Impossible. Non, mais tu vois, genre, c'est vrai qu'il était parfait pour Uncharted parce que Nathan Drake, en soi, dans ses cascades, il y a beaucoup de comédie, il y a beaucoup de burlesque. Là où Tom Cruise, il y en a un peu, mais je trouvais que dans les Missions Impossibles, ce qui ajoutait un peu de burlesque, c'était le personnage de Benji. Oui, voilà, de Benji, qui était à chaque fois là à lui expliquer de toujours vouloir faire plus et qui faisait des petites blagues un peu à distance, tu vois. C'est ça Ouais, qui surtout apporte dans de le 6, l'humour. en mode- Voilà, exact. Oh, surtout dans le 6, la course-poursuite dans Londres en mode bah vas-y, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu vas pas ? Mais je saute d'une fenêtre. Ah oui, merde. En Oui, effet. voilà, exactement. Et je crois qu'il lui dit la même chose pour la colline en moto, là. Il lui dit, bah Ah ouais, oui, t'as juste à vas-y, sauter, mais vas-y, mec. saute. Bah, saute, c'est rien, genre, tu vois. Donc, ouais, Tom Holland, il y a ce truc-là. Après, en 2031, il aura quel âge, Tom Holland ? Il aura la trentaine, 35 ans. Bah après, Tom Cruise, il était censé avoir presque proche des 70 ans là. Donc, 2031. j'ajoute quelque chose de nouveau. Donc, en fait, on a tourné quand même quelques plans avec Tom Cruise. On le voit de dos et il a quand même plus d'hommes de 70 ans, 60 ans. Un peu plus vieux, pas Tom Holland, en fait. Donc, qui prenons-nous ? Brad Pitt, parce qu'il est un peu conservé encore. Ouais. Bah, il est trop vieux. Ouais, du coup, à un moment, il y a un saut d'hélicoptère, bah, il est mal retombé, donc on a aussi perdu Brad Pitt sur le Merde. tournage. Est-ce qu'on a un acteur est-ce que vous connaissez des acteurs qui déjà font leur cascade qui, Alban le Noir. Après AK, après Balle perdue, Mission Impossible. Pourquoi pas ? C'est Philippe Lachaud qui s'est proposé de reprendre le flambeau. Après son expérience sur Nicky Larson, il a dit pouvoir faire ce Mission Impossible 9. Malheureusement, il est tombé du train lui aussi. Il a aussi perdu Philippe Lachaud sur le tournage. Tout le monde n'a pas l'équilibre de Tom Cruise sur un train en pleine vitesse. Et qui nous Reeves ? Pareil, trop vieux, il a déjà John Wick, c'est bon. Mais Ça, Keanu ça, Reeves c'est a bien. été viré de John Wick et coup de tonnerre, il redevient le nouveau Ethan Hunt. Ouais. D'ailleurs, ils le disent dans Mission Impossible 8, c'est l'élu Ethan Hunt. Hein. Faites gaffe. Oui, il y a ça. C'est dur en fait, c'est impossible. Parce que je Oui, ne mais connais en pas fait, d'autres. Tom Cruise est tellement lié à la saga que voilà. Bon, alors déjà, l'idée de refaire un 9 pour moi, c'est une connerie monstre. Ça Il a arrivera. pas vrai, pour moi, c'est pas une conclusion le 8. Hein. Ouais. Même si pour moi le 8 n'est pas une conclusion et n'a pas. Oui, c'est ça en fait. Le dernier plan, c'est vraiment on retourne dans la masse, mais bon, s'il y a besoin, on en refait un quoi. Je trouve ça un peu dommage. Donc après, en termes. Après, pourquoi un fils ? Pourquoi pas une fille par exemple ? Ellie Atwell a été dans les Oui, deux derniers. bah, tu pourrais penser à Pam Clémentief qui joue Paris aussi, mais. Ouais, mais Non. elle a tellement pas été utilisée malheureusement. Oui, c'est ça. Le truc. Elle va passer tout le film en mode Tom Cruise est mort. Avec qui je vais parler français ? Après, ce qui serait intéressant, c'est un Mission Impossible où c'est Tom Cruise qui change de bord. À la limite, c'était un peu la crainte de tous les dirigeants de tous les films à chaque fois qu'ils virent de bord parce que tellement on le maltraite. Ça pourrait être intéressant d'avoir un Tom Cruise qui finalement Et le méchant. est le méchant. Surtout qu'on a quand même vu Tom Cruise jouer plein de fois des méchants, donc pourquoi En pas. fait, c'est Jeremy Renner qui revient. Voilà, il revient et en fait c'est lui, Ouais, carrément en fait. Jeremy Renner, ouais, de ouf. C'est vrai, pourquoi on l'a pas revu dans les derniers ? Il voulait plus. Ouais, après, il était en tournage sur Avengers en même moment. Hein. Ah oui, c'est vrai.
Non, mais oui, et surtout, je crois qu'il a eu un accident de ski, si je dis pas de conneries. Non, donc, de chasse-neige. Ou de chasse-neige, Ouais, ouais. merde. Donc, Non, mais même il est pas dans. Ah, mais si, il est dans Fallout. non, il est que dans le 4 et le Parce 5. que Fallout, c'est Infinity War au même moment, il me semble. Ouais, il est que dans le 4 et le 5. Bon, on peut dire que remplacer Tom Cruise est une mission impossible. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Suis Jérémy. Ouais, bon, il est irremplaçable en fait. Enfin, ce sera l'IA qui s'en chargera. Oh, Bah, en vrai, il décède, incrustation visage. Hein. Ouais, et on prend le corps de Tom Holland. c'est marrant parce qu'en plus Tom Cruise avec Will Smith, ça fait partie des acteurs vraiment qui ont été les plus utilisés par l'intelligence artificielle quand c'est apparu. Donc quelque part la boucle est bouclée. Tellement de trucs métafilmiques En fait, qu'on ce peut qui, faire. ce qui serait fou, c'est de se dire que le 7 et le 8 ont passé leur temps à critiquer l'IA, mais le 9 serait fait avec l'IA. Ce serait très drôle. Oh, bah alors là, j'irai pas le voir celui-là. Bah, Mm. surtout genre si Tom Cruise il veut faire un film dans l'espace, bah il va pas faire les fonds verts. Donc, Mais, oui, parce que si on fait un Mission Impossible 9, c'est quoi la menace encore plus grande que la fin du monde? Mais oui, c'est ça le truc, c'est que vraiment là, il vient d'empêcher le jugement dernier. Ils le disent en plus. mec, genre Mission Impossible 9 / La Guerre des Mondes 2. Spielberg de retour. En fait, Tom, désolé, je veux bien que tu me contrôles. Contrôle-moi, Tom. Et Tom à la fin il arrache son masque et en fait c'est un alien. Depuis le début. Et là ce serait la grande conclusion qui expliquerait le lien par rapport à tous les 8 précédents films. Et en fait, non, c'est pas un alien, c'est un vampire, Tom Cruise. Ah la vache. En fait, tout se rejoint de sa carrière. En fait, Tom Cruise, c'est comme Stephen King. Genre, Stephen King, tous les livres sont liés par La Tour Sombre. Tom Ouais. Cruise, tous les films seront liés par Mission Impossible 9. Les gens vont vraiment le voir comme le roi du monde et il va commencer à faire des pitchs sur scène et être un gourou. Puis à un moment, il va sortir de l'écran et il va faire donne-moi le popcorn et il va faire. Merde, popcorn. Oh, la fin en roue libre, elle est belle. Là, Tom Cruise se clone. Il y a des en fait, les gouvernements ont fait des clones de Tom Putain, Cruise. Du coup, il y a mais plein oui. d'agents Tom Cruise dans le monde. Du coup, Tom Cruise, Ethan Hunt doit arrêter les autres Ethan Hunt. Mais c'est trop bien. Et donc, en fait, du coup, ok. l'Ethan Hunt originel, il doit tous les battre. Ça, c'est bien. Ça. Et il se tape dans l'espace. Et dans l'espace. Vous connaissez la théorie de Paul McCartney et de son sosie parce Oui. que Tom Cruise. Ok. Et on rajoute des aliens parce que le jugement dernier encore. Oui, et là, Deux. c'est vraiment la menace, c'est les aliens. Et Qui Tom ont la Cruise- bombe nucléaire depuis le début. Non, ça on le savait pas. Et ils utilisent plein de trucs, des gadgets, donc Tom Cruise, il est en mode non, moi, c'est que mes muscles. On a un pitch. On a un pitch. Et on a Tom Holland en doublure cascade si jamais S'il Tom crève. Cruise se tue dans l'espace. Et est-ce C'est qu'on quoi réengage Macquarie? Non, faut le laisser tranquille, Macquarie. Je pense qu'il faut le laisser tranquille. Et on a pris Spielberg. Parce que Spielberg est devenu scientologue en 2030. Et il s'est excusé auprès de Tom Cruise parce qu'il comprenait pas la vision du mec. Non, mais sinon, c'est quoi la grosse séquence clé du film là? Parce que Ah séquence oui. à type sous-marin dans le film, c'est quoi? Une Bah là, bataille de vaisseau spatial. Non, là, en fait, Tom Cruise, du coup, il est dans l'espace, mais il est en dehors du vaisseau. On lui dit, mais mec, tu peux pas respirer dans l'espace, nanana, parce qu'il faut pas enlever ta combi. Fais t'inquiète, je vais retenir ma respiration. Il va enlever sa combi, il va retenir sa respiration, il va être tout bleu. Et il va réussir à rentrer dans le vaisseau. Moi je te dis, il y a la bombe nucléaire, mais genre tu sais, bombe nucléaire au niveau, genre elle va exploser la planète. Et il va foncer avec le vaisseau qui contient la bombe nucléaire vers le soleil. Et tout le monde va faire non, Ethan, ne te sacrifie pas. Et effectivement, il va sortir du vaisseau juste avant. Et là, il y aura pas de son à ce moment-là, comme Et dans la, le grande sous-marin. scène, et la grande scène de fou, c'est qu'en fait, il tombe dans la stratosphère. Il Voilà. tombe comme ça en chute libre dans la stratosphère, mais en fait, il avait un parachute. Et voilà. Et tu sais, t'as l'image de The Rock là qui fonce vers le sol. Bah, t'as la même chose avec Tom Cruise. Et voilà. Mais par contre, j'ai une question dans le dernier, en fait, du coup, à la toute fin, il a un parachute, il tombe de l'avion, sauf que son parachute crame. Il a un parachute de secours. Mais- y a toujours deux parachutes. C'est Tom Cruise. Il y a il a toujours un ratterri. parachute de secours. Hein. Ah, moi, je pensais qu'il avait pris le cadavre de Gabriel, qu'il avait un parachute et qu'il avait, tu Et vois. tu veux qu'il l'ait chopé à quel moment? Bah, comme ils sont tombés un peu au même moment, tu sais. En même temps, le découpage, hein, je veux dire, il y a la scène du colonel qui se fait flinguer. Tu vois même pas le plan où il se fait Bah flinguer. oui, bah oui, donc, oui. Bon, Bref. on bifurque là. Oh là là. Bon, Oh, la fin, ouais, c'était Tokyo Drift. Hein. C'était un Joker n'importe nawak, mais on Oui. s'est bien marré. Oui, oui, oui. Mais j'adore, j'aime beaucoup notre idée. Tom Cruise, Tom Cruise, Tom Cruise, Tom Cruise. Tom Cruise, Tom Cruise, Tom Non, Cruise. mais Tom c'est bon, Cruise. je le ferai pas si vous faites ça. Oh non. Bah merci Fred pour le Joker. De rien. Et Franchement. du coup, je vais donner mon joker à Tom Julien. Yeah. À Tom Cruise. Ah ouais, Tom, ça va? Ah, il mange son popcorn, peut pas parler. Ouais, je parle un petit peu français, je suis Tom Cruise. Qui va mourir? Qui va vivre? Ah ouais, Pomme Clémentief, elle est française, donc te fous pas trop de sa gueule. Vous savez que la VF de Fallout, donc Tom Cruise, quand il parle français à la policière, Jean-Philippe Martin, ouais. il dit plein de trucs et tout, mais dans la VO, il dit juste s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui.
S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il dit toujours le même truc. T'es en mode non, genre. Bon, du coup, on aura vraiment tenu un épisode entier sur Tom Cruise. Ouais. Genre là, on n'a pas bifurqué de notre sujet, c'était Tom Cruise. C'était Tom Cruise. Et franchement, Martin Scorsese. Ah Oh. merde. Oh. franchement, Je l'ai déjà dit. c'était très marrant comme épisode. Je vais beaucoup me marrer à le monter. Et j'espère que les gens vont beaucoup se marrer à l'écouter aussi. Ouais, bon, on espère. Donc, on s'arrête là-dessus, les gars. Bah oui, c'est Oui. déjà très bien. Et donc, dans 2 semaines, sera l'épisode sur Last of Us. Sur les jeux vidéo, oui. Sur les Je jeux pense vidéo. bien. Hein. Ah, on tease, hein, mais voilà, dans 2 semaines, on va parler de The Last of Us et des jeux vidéo dans les adaptations. Et en attendant, vous pouvez retrouver cet épisode sur Tom Cruise, sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube. Et on vous fait des bises. Et à dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ciao. Salut. Ciao. Salut Tom Cruise. Salut. Tin, 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 tin.